Bonjour à tous. Hein, Hop là, non. on va débuter ce 6e Oscillo Gaming. Alors ça va être un peu plus business cette fois-ci. On va innover un peu plus. L'idée ça va être on va être un peu plus dans l'analyse des sociétés là. On va rentrer un peu plus. On va faire 2 analyses aujourd'hui. Donc Paradox qui a publié ses résultats et qui est un éditeur dédié à une niche, la niche des jeux de stratégie. Et après, on va parler de EA et la stratégie dans le mobile à travers l'acquisition de Glu. Et voilà. EA 38, encore 2 minutes. Et puis sinon, oui, je vais aussi faire une annonce sympathique pour ceux qui sont abonnés à New Tech Europe. Donc on fera un petit live spécial abonné New Tech Europe bientôt pour parler de l'inflation. Voilà. On va parler de l'inflation et on va parler surtout de l'inflation apportée par la technologie. Donc moi je suis un grand défenseur de la déflation technologique, mais dans un trend de long terme, vous avez souvent des petits à-coups. Et là, on a un super exemple d'à-coup sur l'inflation, qui est une inflation à travers les puces. Mais je vais vous en parler un peu plus. Voilà. Non, non, non. Désolé, il n'y en a pas des figures dans l'abdomen. C'est. Mais j'aimerais bien. J'aimerais bien. Allez, let's go. On va y aller. Donc, comme d'habitude, hein, il faut bien comprendre que toutes les sociétés qu'on aborde, c'est des sociétés qu'on ne vous conseille ni à l'achat ni à la vente. Voilà, c'est des sociétés qu'on vous conseille, qu'on analyse ici, et voilà, c'est juste informationnel et il n'y a aucune recommandation. Et si vous avez envie d'acheter ou de vendre une société dont on parle dans les slides, on vous invite à prendre conseil auprès d'un conseiller financier indépendant ou d'un courtier agréé par l'AMF. Voilà. Bon, allez, let's go. Donc déjà les ventes des consoles, bon bah c'est un peu meilleur, ça commence à remonter. C'est surtout meilleur pour Sony. PS5, la PS5 remonte bien, hein. Vraiment. Et là, effectivement, on retrouve le trend qu'on avait sur Xbox One, PS4, c'est-à-dire vraiment, bah Sony une longueur d'avance, quasiment 50% au-dessus de Microsoft. C'est pas bon du tout pour Microsoft. La question c'est est-ce que Microsoft est aussi mauvais parce qu'il a pas de stock et que Sony a dégagé un peu de stock, ou est-ce que Microsoft est mauvais juste parce que la console est toujours en part de marché un peu moins élevée que celle de son concurrent. Alors pour le moment, quand on regarde le chiffre total des ventes, c'est quand même bien mieux pour Microsoft sur cette génération que sur la génération d'avant. Après, il faudra voir parce que la console de chez Sony a tendance à mieux se vendre dans le temps et celle de Microsoft a diminué. Donc vraiment, c'est à regarder pour voir est-ce que Microsoft réussit à prendre de la part de marché ou pas. C'est un truc dont on parle toutes les semaines parce que c'est vraiment le truc le plus important, c'est savoir si la part de marché console bouge. Voilà. Et après, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, hein, du coup, sur la Switch, on repasse au-dessus des 400 000. C'est entièrement dû à des très très bonnes ventes de Super Mario plus Bowser Fury, qui est vraiment une agréable surprise pour les actionnaires de Nintendo, parce que le jeu se vend vraiment très très bien. Et en plus, le back catalogue de Nintendo fait vraiment d'excellents scores, hein. Ring Fit Adventure, par exemple, qui est un jeu de sport, se vend encore très très bien. Vous avez beaucoup de jeux qui tiennent très bien la barre. Et comme je vous avais dit la semaine dernière, avec le fait que Nintendo était un des seuls acteurs à pouvoir mettre 8 à 9 jeux de la même licence dans le top 20 des ventes voilà, en Angleterre, bah, ça se montre toutes les semaines. Toutes les semaines, c'est toujours là. Bon, c'est un peu moins cette semaine. En Angleterre, si on prend le top 20 anglais de cette semaine, vous êtes à 5 jeux de la famille Mario dedans, donc il y en a 2 qui sont sortis. Mais bon, c'est quand même excellent. Et surtout, vous avez cette régularité du back catalogue de Nintendo qui est impressionnante, hein. Vous avez toujours Mario Kart, vous avez toujours Animal Crossing qui sont là. Et même des jeux
qu'on n'avait pas l'habitude de voir revenir, comme Ring Fit ou ce genre de choses, ils reviennent. Donc il y a vraiment un catalogue qui s'installe dans le temps et qui arrive à faire des ventes tout le temps dans le temps, et c'est assez impressionnant. Alors en plus, cette semaine chez Nintendo, on a eu des grosses annonces du côté de Pokémon Company avec l'annonce des nouveaux jeux Pokémon. Alors bon, c'est compliqué, hein. C'est-à-dire les annonces des jeux, c'est toujours une chose compliquée. C'est difficile d'anticiper la réussite d'un jeu par rapport à l'annonce. Alors on est tous un peu déçus des graphiques que propose le jeu pour le moment. C'est pas une révolution. Après attention, la licence est tellement forte que Pokémon, c'est un jeu qui, malgré le fait qu'il revient tous les ans et qu'il n'y ait pas d'amélioration graphique exceptionnelle, il se vend toujours très bien parce que c'est une licence extrêmement forte avec quasiment personne à côté. C'est-à-dire vous avez très peu de jeux qui sont comme Pokémon. A contrario, des jeux comme Call of Duty qui sont des jeux de tir, vous avez tout un univers de jeux de tir à côté et vous avez vraiment une concurrence. Donc vous avez un besoin de la part d'Activision d'avoir un certain niveau et d'ajouter des choses. Sinon, l'entreprise finit par perdre son marché. C'est pas vrai sur les marchés et les univers de Nintendo, et ça c'est très atypique, et c'est une très bonne chose pour l'investisseur, mais il faudra voir parce que effectivement sur l'univers de Pokémon il y a beaucoup de choses à faire. Voilà, ils ont été sur le mobile, ça a très très bien marché, c'est un des rares jeux Pokémon Go qui s'est installé dans le top des ventes mobiles depuis des années et des années, et les jeux mobiles ont généralement du mal à tenir le long terme. C'est-à-dire c'est vraiment un gros défaut du gaming dans le mobile, c'est que vous avez beaucoup de mal à tenir le long terme, et vous avez souvent des licences qui sont, entre guillemets, on les appelle, c'est des licences éphémères. C'est-à-dire vous avez le jeu, il arrive, il fait d'excellents revenus en année 1, 2, et puis après il commence à péricliter doucement et vous avez beaucoup de mal à le redémarrer. Alors vous commencez à avoir des licences comme ça qui sont redémarrées après avoir longuement périclité, mais c'est un vrai travail nouveau de l'industrie du jeu vidéo dans le gaming mobile, et ça c'est un truc qu'on voit à peine arriver en ce moment. Donc tout ça pour dire que bon, chez Nintendo c'est toujours voilà, c'est pas une stratégie que j'affectionne à 100%, mais c'est une société tellement atypique, tellement unique, que même avec une stratégie qui n'est pas la meilleure qui soit, avec une monétisation des IP qui est pas du tout la meilleure qui soit, il n'y a pas par exemple de jeux de MMO sur Pokémon, où il y en a très très peu, enfin il n'y a pas une vraie volonté de Nintendo d'imposer un MMO Pokémon, alors que c'est un jeu qui pourrait très bien marcher en MMO, il n'y a pas de... Voilà, donc tout ça, c'est encore des pistes d'amélioration pour Nintendo. Alors après, comme diraient certains PDG que je côtoie, ils me diraient c'est bien une société où vous n'avez pas où vous n'êtes pas au maximum. Alors ça c'est un truc à comprendre. C'est un mec qui travaillait avant chez Tinder qui m'a expliqué, quand vous avez une société qui produit beaucoup de valeur mais qui maximise pas sa valeur, ça veut dire qu'en fait elle a beaucoup d'espace, elle a beaucoup de room pour faire de la croissance. Et par exemple, cet ancien directeur de Tinder m'expliquait que Tinder, avant, ils n'utilisaient pas les options push. C'est-à-dire quand vous aviez un match ou un truc comme ça, vous n'aviez pas de push sur votre mobile, donc vous n'avez pas comment je pourrais vous le dire en français, de notification qui arrivait en haut de votre mobile en disant voilà, Sarah a matché avec vous. Voilà. Donc il fallait que les gens aillent dans l'application pour voir qu'ils avaient eu une notification. Ce mec-là, la première chose qu'il a fait, c'est mettre les notifications push. Et il l'expliquait et il a dit, quand j'ai vu que chez Tinder, ils avaient une si grosse croissance sans utiliser la puissance des notifications push et tout, il s'est dit la potentialité, le potentiel de Tinder, il est 4 à 5 fois plus gros que ce qu'il y avait à l'époque. Et c'était déjà Tinder à l'époque quelque chose qui était assez gros et qui grossissait très fort. Et ça vous montre que quand vous avez une entreprise que vous voyez et vous pensez un peu pas optimiser et pas gérer à 100%, ça peut être une chance parce qu'avec les bons apports et les bons stratèges, vous avez une capacité d'optimiser et de créer beaucoup de valeur. Alors qu'à contrario, si vous avez une société qui est totalement optimisée avec un management excellent, il n'y a plus beaucoup de room, il n'y a plus beaucoup d'espace pour l'amélioration de cette société. Et ça, c'est quelque chose d'assez important à comprendre quand vous faites votre sélection de valeurs, parce que ça vous permet de sélectionner des valeurs. Voilà, c'est-à-dire que si vous avez deux valeurs à valorisation identique, mais une qui est gérée et qui est optimisée de fou, et l'autre qui n'est pas optimisée,
ça peut être intéressant d'aller sur la valeur qui n'est pas optimisée pour aller chercher une future optimisation. Alors, ce problème-là, c'est que la future optimisation, ça vient vraiment du management, donc ça vous demande une vision sur le management et ce genre de choses. Mais moi, c'est pour ça que, par exemple, je pense qu'en Europe, il y a beaucoup de place pour les fonds activistes, parce qu'il y a beaucoup de sociétés qui ont beaucoup d'espace pour la croissance, qui sont pas au maximum de leur potentialité, et avec les bons ajouts les bons ajouts de management, les bonnes forces, et tout ça, ces sociétés peuvent beaucoup grossir. Et ça, c'est un travail qui est très intéressant. C'est par exemple si on le met en relation avec les SPAC. L'avantage des SPAC, c'est que sur les SPAC, tout le monde est aligné, entre guillemets. Vous avez un investisseur, vous avez le mec qui détient la société, et après, vous avez aussi le management de la SPAC. Et en fait, ce qui crée la valeur de la SPAC, c'est quand tous les trois arrivent à se mettre d'accord et à créer de la valeur. Et pour ça, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de management qui sont excessivement chers. C'est-à-dire, pour incentiver quelqu'un comme Elon Musk, il faut mettre des ronds. Et entre guillemets, peu d'entreprises européennes ont la possibilité de payer en cash des managers de qualité. Elles n'ont pas la taille, la plupart. Par contre, beaucoup ont la possibilité de payer en equity et entre guillemets, de s'aligner avec ces gens-là. Donc je pense que dans le futur, on verra beaucoup de SPAC en Europe émerger parce que je pense que ça permet d'aller incentiver des managements d'excellente qualité, de les amener sur des dossiers européens qui n'ont pas l'habitude d'avoir ce genre de management excellent et excellent à l'international surtout, et ça permet de faire de la croissance. Donc je vous invite à très bien surveiller ces SPAC. Et par exemple, c'est toute une théorie qui est mise en pratique par l'ancien PDG d'Unicredit, Jean-Pierre Mustier, qui vous explique qu'en Europe, effectivement, vous avez beaucoup de management, mais vous avez peu de fonds qui apportent des compétences managériales à une société et qui ont vraiment que ça comme apport, c'est apporter du capital et des managers, et ces managers, ils sont pas forcément là à 100%, mais ils sont là juste pour la stratégie de très long terme, pour certains coûts bien précis, et on apporte vraiment des compétences à la société, et ça, les SPAC, c'est quelque chose qui peuvent apporter ce petit plus que les fonds européens n'apportent pas. Voilà. Alors, je suis très critique envers les fonds européens et c'est très souvent le cas, mais je vous le dis, en Europe, vous avez très peu de fonds activistes qui vont chercher à créer du deal flow et tout. Vous l'avez avec un peu plus avec les SPAC et je pense que c'est un truc qui va émerger en Europe. Et donc, c'est intéressant pour nous parce que ça veut dire que si on est en amont de ce genre de mouvement et qu'en étant en amont de ce genre de mouvement, on identifie les sociétés avec de la place vraiment pour une amélioration très profonde de leur business et tout, et c'est déjà des sociétés qui sont en croissance et qui créent du résultat, ça veut dire que vous avez un actif en or qui est vraiment un bijou magnifique, qui est pas tout à fait taillé correctement, et si vous arrivez à mettre le bon bijoutier avec le bon bijou, vous faites une œuvre d'art, et à ce moment-là, le prix, il est multiplié par quelque chose de magnifique. C'est ce qu'a fait tous les grands PDG que vous avez dans le CAC 40 à l'heure actuelle, c'est ce qu'ils ont fait, hein. Ils ont pris un actif qui n'était pas optimisé, ils l'ont optimisé, et à travers cette optimisation, ils ont créé de la valeur. Donc Nintendo, pour moi, c'est un actif qui n'est pas optimisé, comme beaucoup d'actifs japonais. Ça, c'est vraiment et plus globalement, comme beaucoup d'actifs asiatiques. Vous avez beaucoup de sociétés asiatiques qui ne sont pas optimisées. C'est en partie dû au culturel, c'est-à-dire que le chef, dans les pays asiatiques, celui au-dessus, l'ancien, on le respecte. Et il est vrai qu'il est très difficile dans le monde actuel qui bouge très rapidement d'avoir des gens qui sont des chefs, qui sont anciens et qui ont toujours une vision exceptionnelle du business et qui sont toujours là au meilleur de leur forme et qui ne ratent pas les nouveaux trends. Ça, c'est très compliqué. Donc, ça crée énormément de problèmes pour certaines entreprises asiatiques. Mais pour nous, c'est intéressant parce qu'on peut se dire qu'au plus tard, quand on va avoir un peu plus de mouvement dans le marché et qu'on va avoir des gens qui vont chercher de la valeur, et plus ça va aller, plus on va, à mon avis, aller vers une société qui va avoir une complexité à créer de la valeur. Donc, les gens, ils vont être obligés d'aller chercher des dossiers très atypiques et on va être sur des choses beaucoup plus intéressantes. Voilà. On va continuer. Après avoir un peu dégraissé. Bon, pour les anciennes générations, c'est toujours la même chose. Hein. On écoule le stock. Voilà, il n'y a rien de... Voilà. Hein. Rien de magnifique. Voilà. Donc, après, on va faire un petit focus sur la PS5 versus la PS4.
Donc alors là, l'idée c'est exactement comme on avait fait avec la Xbox la semaine dernière, c'est-à-dire on compare au lancement semaine après semaine de lancement. C'est-à-dire la semaine 1, c'est le J0 du lancement plus 7 jours. Donc ce qu'on voit d'intéressant, c'est que la PS5, elle a subi la même chose que la PS4. C'est-à-dire la PS4 a eu un lancement très compliqué parce qu'il n'y avait pas assez de stock. Et la PS5 a subi le même lancement. Malgré ça, elle a fait un très meilleur lancement, mais par contre, le souci du stock s'est résorbé très rapidement sur la PS4, mais se résorbe très doucement sur la PS5, ce qui fait que la PS5 est en retard par rapport à la PS4. Alors, c'est un mauvais signe, on va pas se le cacher. C'est quelque chose qui est pas très bon pour l'industrie parce qu'on aurait dû avoir une croissance très forte des ventes des consoles sur cette nouvelle génération et on l'a pas. Mais là où on peut se rassurer, c'est qu'on voit que cette non-croissance, elle est vraiment due à une problématique de stock. Donc justement, on peut se dire que les gens, ils ont vraiment envie de consommer, qu'il y a vraiment et donc que l'accroissement du marché du gaming, c'est vraiment quelque chose que tous les indicateurs nous montrent et que bon, il y a peu de chances quand même que cette génération de PS5 se vende pas mieux que la PS4, du moins quand les stocks seront le souci des stocks sera résolu. Mais ces courbes-là, c'est des courbes à vraiment regarder. C'est des courbes qui sont publiées quasiment toutes les semaines par plusieurs acteurs. Là, vous avez la courbe de VG Charts. C'est très intéressant parce que c'est des courbes qui peuvent vous permettre d'analyser le chiffre d'affaires prévisible des géants du secteur sur la partie hardware. Et ça, c'est très très intéressant. Vraiment, c'est quelque chose de très intéressant. Je vous invite vraiment à le surveiller. On y trouve des fois des très bonnes informations. Donc après, on va passer aux meilleures ventes monde. Alors voilà, là c'est les meilleures ventes au monde en janvier. Alors ce qu'on voit c'est que les meilleures ventes c'est Call of Duty. Alors il faut bien comprendre que là on est sur des data de super data et on compte en partie aussi les ventes in-game. Donc ça rehausse un peu et ça fausse un peu le catalogue, mais on compte pas toutes les ventes in-game. On compte exclusivement que les comment ça s'appelle les j'ai perdu le nom, les add-ons d'un jeu. C'est-à-dire les add-ons d'un jeu, c'est des missions supplémentaires, une nouvelle map, ce genre de choses. Mais par exemple dans FIFA, on va pas compter les ventes de cartes de joueurs ou ce genre de choses. Donc ça, il faut bien le comprendre parce que chaque spécialiste du domaine a sa façon de calculer et ça peut jouer dans le calcul. Donc ce qu'on voit, c'est que Call of Duty est toujours en tête. Enfin, il est en tête. Il n'était pas en tête, il me semble, la semaine dernière, enfin le mois dernier, mais il était dans les 3 premiers. Vous avez NBA 2K11 qui est vraiment voilà la licence phare sur le basket et qui marche surtout aux États-Unis. Et vous voyez que en étant une licence phare vraiment focus sur les États-Unis, c'est quand même un jeu qui arrive au niveau monde à se vendre de manière excessivement bien. Ça vous montre que c'est pas parce qu'un sport est vraiment plutôt orienté sur une zone géographique que le jeu a pas du potentiel. Typiquement, on pourrait se dire que quand l'Inde, le Pakistan seront des pays plus développés, peut-être qu'une licence sur le cricket sera fréquemment dans le top des ventes consoles ou PC et fera d'excellents scores. Donc ça, c'est intéressant parce que ça peut vous montrer aussi que parfois, acheter des acteurs sur des sous-segments du sport peut être intéressant si la géographie des gens qui jouent à ce sport et qui consomment ce sport est aussi une géographie qui commence à consommer des consoles ou qui commence à consommer sur PC ou sur mobile, et ça c'est très intéressant à faire. Alors par exemple sur le cricket, je vous annonce c'est très compliqué parce que les consoles se vendent pas tant que ça en Inde, au Pakistan c'est encore pire, c'est des gens qui jouent plus sur mobile, donc c'est plus il y a beaucoup plus de jeux sur le cricket sur mobile que sur console, et donc c'est compliqué. Mais pour un acteur ça peut être intéressant et c'est un truc à analyser. Après vous avez toujours Grand Theft Auto, et là mais franchement pour Take-Two c'est miraculeux. Deux des meilleurs jeux sur les 5 meilleures ventes consoles, vous avez 2 jeux à eux, dont Grand Theft Auto, qui est sorti il y a plus de 4 ans. C'est vraiment... ça vous montre, il y a très peu d'industries où un produit sorti depuis plus de 4 ans fait encore des ventes. Un iPhone sorti il y a plus de 4 ans, ça fait très peu de ventes. En tout cas, c'est pas dans le top des ventes de smartphones. Et là, vous avez sur console un jeu sorti il y a plus de 4 ans qui est toujours dans le top 3 et qui vend toujours comme des petits pains. C'est vraiment quelque chose... Seul Nintendo et Take-Two sont capables de faire ça.
Il y a personne d'autre. Vraiment, je connais assez bien le secteur. Il y a deux acteurs qui sont capables de faire ça. Et la question, c'est combien de primes vous mettez à deux acteurs qui ont cette capacité unique de faire tenir des jeux dans les meilleures ventes pendant des années et des années. Quelle est la prime? C'est un truc qui se discute beaucoup dans le milieu de l'analyse. Et c'est compliqué. C'est vraiment, il y a beaucoup de manières de faire, beaucoup de visions différentes. C'est très compliqué. Vous avez FIFA après, vous avez Fortnite, vous avez Apex. Alors Apex, c'est un jeu en ligne édité par EA. C'est une très bonne surprise. Il remonte beaucoup Apex en ce moment. Il avait fait un très bon lancement, un très très bon lancement qui avait même fait monter le titre de EA à l'époque de 15%. Un des meilleurs lancements sur Twitch jamais vu. Et puis le jeu, il était un peu redescendu. Et là, il recommence à monter. On voit que ça recommence à prendre de l'importance et tout. Donc ça, c'est intéressant pour ceux qui sont actionnaires de EA. C'est suivre la montée en puissance de Apex et savoir si le jeu serait capable de remonter une petite marche au-dessus. Et une fois qu'il aura remonté cette marche, est-ce qu'il est capable de se stabiliser à un certain niveau et de garder ce niveau-là? S'il est capable de faire ça, ça peut vraiment être une licence forte d'EA dans le temps long et ça peut permettre à EA d'être un peu plus dans le online, alors que c'est vrai qu'EA est très peu dans le online, mais comme beaucoup d'acteurs du gaming, les grands studios, il y en a peu qui sont dans le online et qui sont des grands studios consoles, à part Activision qui est qui détient World of Warcraft, mais c'est vraiment le seul qui était sur les deux piliers, c'est-à-dire console et MMO depuis des années et des années. Après, ce que vous avez, c'est que vous avez Tony Hawk Pro Skater. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour Activision. C'est un remaster, un rebrand d'un vieux jeu de skateboard. C'est une très très bonne nouvelle pour Activision, qui a relancé la série là cette année. Et ça montre aussi que quand vous avez un vieux catalogue, vous avez toujours une capacité de le monétiser si vous amenez les bons jeux au bon moment. Donc potentiellement Tony Hawk, c'est une série qui pourrait revenir tous les 2 ou 3 ans chez Activision à mon avis sans trop de problèmes et qui alimenterait beaucoup avec d'autres jeux, ça alimenterait le business d'Activision sur le long terme. Vous avez un autre Call of Duty, donc ça c'est Activision, c'est-à-dire voilà. Vous avez Assassin's Creed Valhalla. Ça, Assassin's Creed Valhalla, c'est vraiment une très très bonne nouvelle pour Ubisoft qui a fait une excellente affaire avec l'effondrement de Cyberpunk. C'est-à-dire au début, on craignait que Assassin's Creed Valhalla, en arrivant un peu avant Cyberpunk, qui était vraiment le jeu attendu, se fasse atomiser par Cyberpunk et que Cyberpunk occupe toute la place dans cette dans ce segment du jeu vidéo. Et au final, tous les autres acteurs n'ont pas voulu se mettre en frontal avec Cyberpunk, ce qui a laissé Ubisoft en frontal avec Cyberpunk. Tous les autres jeux ont été décalés, avancés ou machinés. Et ce qui se passe, c'est que comme Cyberpunk s'est complètement raté, et ben du coup, Ubisoft en profite et installe Assassin's Creed comme il ne l'avait jamais fait auparavant. Jamais. Et après, vous avez Genshin Impact. Alors ça, on en a déjà parlé. C'est un gacha. Alors c'est un type de jeu japonais. C'est édité d'ailleurs par des Chinois. C'est la meilleure vente d'un jeu chinois et le meilleur démarrage d'un jeu chinois développé en Chine. Hein, faut bien comprendre ça. C'est-à-dire que on pourrait dire que Riot est un studio chinois parce que c'est détenu par Tencent. Oui, mais c'est pas développé en Chine. Mais Genshin c'est développé en Chine et c'est un des jeux et des jeux chinois qui fait les meilleures ventes à l'international. Et le fait qu'il ait réussi à se mettre sur les consoles, en plus de réussir à se mettre sur le mobile, c'est vraiment très très fort. Et ça indique que ce côté cross-platform qu'a Genshin l'aide beaucoup, énormément à faire d'énormes ventes. Bon, sur PC, vous avez Dungeon Fighter Online, League of Legends, Crossfire, Fantasy Westworld Journée Online, World of Warcraft, Valorant qui remonte beaucoup, hein. Il était beaucoup plus bas. C'est un des jeux édités par Riot Games qui reprend beaucoup et sur Twitch ça reprend beaucoup aussi. Ça c'est une bonne chose parce que Riot Games a toujours eu du mal à amener un autre jeu que League of Legends au top niveau. Et là ils sont en train de commencer à installer Valorant de manière assez forte. Et ça, pour nous, c'est très 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 intéressant. Je vais boire un petit coup.
Du coup, ça vraiment c'est très très intéressant. Et s'ils arrivent à installer Valorant, ils auront 2 jeux. Et ça montrera qu'ils sont capables d'aller au-delà que League of Legends. Et ça sera quelque chose de très très intéressant. Bon, après vous avez Counter-Strike, vous avez Roblox. Alors ça c'est intéressant aussi d'en parler. Roblox c'est un jeu éducatif. Et ce qui est intéressant c'est qu'ils vont faire une IPO là en mars au Nasdaq. Et c'est une société qui a une énorme croissance, mais que peu de gens connaissent. Pourquoi ? Parce que c'est une société qui a des joueurs sur la tranche 11-15 ans, ou 10-15 ans, en majorité. Donc peu de gens ont connaissance, mais Roblox est un des MMO qui fait le plus d'argent en ce moment. C'est un peu un Minecraft j'aurais tendance à dire en moins complexe. Alors les gens vont pas aimer ce que je dis, mais on peut voir ça comme un Minecraft-like, pour simplifier la chose. Et ça, c'est très très intéressant parce que justement, cette user base très jeune que vous avez chez Roblox, vous avez des tas de théories aux États-Unis qui disent qu'en fait, si Roblox est capable de garder ses utilisateurs, de les pérenniser dans le temps, en fait, il pourrait se passer un peu la même chose que ce qui s'est passé avec Snapchat. C'est-à-dire que ces gens pourraient passer sur la tranche d'âge 15-20 ans. Et la tranche d'âge 15-20 ans au niveau du marketing, c'est la tranche d'âge qui coûte le plus cher et qui est la plus intéressante. Donc si Roblox arrive à garder ses utilisateurs et à passer une tranche d'âge tout en conquérant toujours des jeunes, ils peuvent créer vraiment un cercle vertueux et ça peut être très intéressant pour l'investisseur. Donc c'est vraiment une compagnie à surveiller, Roblox, parce que c'est une compagnie US très très intéressante que peu de gens surveillent mais qui est vraiment très très fort. Après vous avez World of Tanks et Fortnite. Alors ce que vous voyez, c'est ouais voilà, mais tout à fait. Edern il a des enfants et je suppose que ses enfants jouent à Roblox. C'est vraiment dans les cours de récréation, c'est vraiment très tendance. Moi, les premières fois que je l'ai vu, j'y croyais pas. J'ai analysé la chose et je me suis rendu compte parce que moi j'y ai joué. Je vais vous le dire, j'y ai joué, j'ai pas aimé. Et souvent alors, quand on fait quelque chose en tant qu'investisseur, vous avez tout le mantra de Buffett, c'est-à-dire acheter ce que vous aimez et ce qui vous plaît. Mais ça, c'est pas tout le temps vrai. Il faut savoir que les mantras de Buffett, c'est comme tous les mantras, c'est vrai la plupart du temps, mais pas tout le temps. Et là, c'est un truc où, voilà, il a fallu que j'aille réfléchir. C'est-à-dire, moi, ça me convenait pas comme jeu. Mais j'ai vu que ça convenait à beaucoup. Donc du coup, j'ai réfléchi autrement. J'ai été voir mon petit cousin jouer à Roblox. Et j'ai été voir, à la sortie de l'école, j'ai été le chercher, j'ai été voir comment les enfants y parlaient de Roblox. Et je me suis rendu compte que Roblox, c'est comme moi à l'époque avec Pokémon. C'est vraiment une licence phare qui est en train de s'installer. Et donc ça, c'est toujours intéressant. Quand vous voulez investir dans un secteur, essayez d'aller voir les gens qui sont concernés par ce secteur et de pas te dire « Oui, je vais regarder le film et si le film de Disney me plaît, j'achète des actions. S'il me plaît pas, j'achète pas des actions. » Non, parce que c'est votre goût, à vous. Et notre goût à nous, il est il est limité par des choix, notre âge, notre psychologie et tout. Surtout, essayez de vous ouvrir aux gens concernés par le secteur et aux gens concernés par le produit. Et allez voir ces gens-là. Surtout, hésitez jamais. Quand vous voulez investir dans un magasin, allez dans les magasins de votre ville. Allez les voir. Vous voulez voir si les gens ils achètent des meubles, allez chez Ikea, dans tous les magasins, vous tournez, vous regardez ce qu'ils achètent comme meubles, voilà, ce genre de choses. Tout ça, c'est des petites choses, personne n'y pense, mais allez faire les boutiques, allez voir les jeunes, allez tout ça, ça vous donne énormément d'informations. Oui, c'est l'approche de Peter Lynch et c'est une approche qui est très peu faite maintenant, mais qui vous permet de faire d'énormes plus-values. Moi, par exemple, j'ai profité du fait que je voyais que mes connaissances féminines avec le Covid, elles voulaient rendre leur appart plus joli et que les magasins étaient fermés. Pour savoir que la plupart de mes connaissances féminines achetaient du meuble sur internet que la plupart n'avaient jamais fait avant. Et donc je me suis dit, si elles font quelque chose de nouveau, qu'elles sont heureuses, elles vont continuer à le faire, donc le trend du meuble en ligne va grossir, et en plus là, ils vont avoir un pic de commandes phénoménal. Et vous le voyez sur beaucoup de sociétés du meuble à l'heure actuelle, ça s'est passé. Et ça c'est très important. Essayez toujours d'être focus sur ce que les gens de votre entourage font. C'est très très important. Et sur Roblox, voilà, ça vous montre la puissance. Bon après, tous les jeux PC, vous avez toujours la même chose sur PC, c'est surtout en grande partie des jeux online,
des jeux multijoueurs, et ça vous montre bien vraiment cette puissance du online. Bon après, on peut dire que vous l'avez aussi sur console, hein, parce que Call of Duty est un jeu online, NBA aussi, Grand Theft Auto est surtout joué en online maintenant, FIFA aussi, Fortnite aussi, Apex aussi. Voilà, ça vous montre que vraiment les jeux sont de plus en plus online. Sur mobile, bon bah vous avez Free Fire, donc Free Fire c'est un jeu surtout en Chine, hein. Mais il est dans le monde entier, mais il fait beaucoup de ventes en Chine. Vous avez Pokémon Go, comme je vous l'ai déjà dit, donc Pokémon Go, voilà, c'est toujours la même chose. Vous avez Peacekeeper Elite, c'est un jeu qui se vend un peu partout. Vous avez Honor of King, ça c'est un jeu chinois aussi de Tencent. Vous avez Candy Crush Saga. Vous avez Coinmaster. Coinmaster, c'est un jeu de type casino qui a communiqué là. Ils ont passé les 2 milliards de chiffre d'affaires dans le jeu depuis son lancement. Je crois que c'est un jeu qui a 4 ans à peu près. Donc ça fait 500 millions d'euros de ventes par an. C'est un jeu qui a un marketing très agressif. Un peu de type casino, et ça vous montre aussi que voilà la fusion entre le casino et le gaming, c'est quelque chose vraiment, c'est un trend de très long terme, et c'est quelque chose qui va continuer à se passer, et que j'analyse moi avec beaucoup de d'attention, parce que l'avantage c'est que vous avez la rétention du gaming et vous avez la marge du casino. Donc c'est un peu l'univers le meilleur des deux mondes. Alors après, c'est pas très ISR, c'est très addictif, c'est voilà, vous avez du négatif, mais vous avez beaucoup de sociétés, surtout en Europe du Nord, qui sont très intéressantes là-dessus. Et voilà. Bon bah sur mobile, bah, on reprend les mêmes. Hein. Vous avez Roblox. Donc vous voyez que Roblox c'est sur mobile et PC un des jeux qui vend le mieux. Homescape, Last Shelter Survival, qui est un jeu de stratégie où vous construisez votre base en essayant de résister aux zombies. Et après, vous avez Garden Escape. Donc là, c'est pareil, c'est un jeu. Vous faites, c'est un peu un comment ça s'appelle, un Candy Crush Saga-like. Vous faites des tableaux, vous essayez de remplir des objectifs, ça fait exploser des petits trucs, et puis ça vous fait avancer dans le jeu. À chaque fois, vous gagnez des pièces, des machins. Enfin, sur mobile, c'est toujours à peu près la même chose, à part Pokémon Go, qui est vraiment un jeu atypique. Les autres, on va dire que c'est des jeux qui... Non, on va dire aussi Roblox. À part Roblox et Pokémon Go, qui sont des jeux un peu atypiques. Les autres sont des jeux qui sont, voilà, qui sont vraiment des jeux mobiles. On en voit beaucoup des jeux comme ça. Voilà. Et d'ailleurs, c'est là qu'on voit que c'est intéressant d'être sur les jeux atypiques, parce que Pokémon Go est un jeu qui se vend très bien depuis des années, qui montre que l'atypisme de Pokémon Go lui permet de résister beaucoup plus fortement à l'attrition que les autres jeux mobiles. Et vous avez la même chose, la même chose sur Roblox, qui en plus a l'avantage d'être cross-platform, ce que vous n'avez pas sur Pokémon Go. Voilà, ce que je reproche aussi à Nintendo, c'est pas avoir créé un Pokémon qui soit totalement cross-platform et qui prenne vraiment de l'importance et sur mobile et sur console, et qui donne vraiment, mais ça vous montre aussi que le jour où ils arriveront vraiment à le faire, ça sera vraiment une licence qui fera des milliards et des milliards par an et qui justifiera à elle seule une valorisation excellente. On va avancer un peu. Alors, hop. Donc chez Sony, bah Sony, vous avez une nouvelle, c'est qu'ils vont sortir leur nouveau casque VR pour la PS5. Donc ça c'est un truc très intéressant, parce que chez Sony, vous êtes sur le seul éditeur de console qui est vraiment poussé dans la VR. C'est-à-dire que vous n'avez pas de VR, ou très peu, vous avez plus de l'AR d'ailleurs chez Nintendo, et vous avez plus de l'AR aussi chez Microsoft. Donc dans la VR, vous avez deux acteurs qui sont prépondérants dans le secteur de l'entertainment. C'est Facebook avec l'Oculus Rift, et c'est Sony avec le PSVR. Vous avez d'autres acteurs qui sont là, mais pour moi c'est les deux acteurs les plus installés, et ça peut être intéressant parce que la PS5 étant beaucoup plus puissante que la PS4, au niveau du VR, les jeux pourraient donner des choses un peu meilleures, et vous êtes sur des choses qui pourraient s'améliorer avec le temps. Et ça, chez Sony, ça pourrait être intéressant, parce que ça pourrait être une nouvelle façon d'attirer des gens vers le gaming, et d'attirer des gens vers la console de chez Sony. Et vraiment, et c'est loin d'être un truc gadget entre guillemets, parce que en 4 ans, Sony a écoulé 5 millions d'exemplaires de son casque. Ça vous paraît très peu,
c'est pas très important en termes de chiffre d'affaires ou de ce genre de choses, mais en termes de nombre de casques dans la VR, c'est assez important et c'est vraiment un phénomène où on en est au début et là on cherche à installer et à trouver la manière de jouer, comment jouer, et si Sony arrive à être un des gagnants de la VR, ça pourrait l'aider à passer à se protéger entre guillemets de Nintendo et de Microsoft. Et voilà, il faudrait voir aussi si Microsoft va pas aller sur la R et sur la VR. Sur la R, ils y sont un peu. Ils ont eu plusieurs fois des tentatives sur la R surtout. Mais sur la VR, ils ont jamais vraiment sorti de casque très poussé. En tout cas sur la partie gaming. Après, ils ont sorti d'autres choses, l'HoloLens, beaucoup d'autres choses, mais plus sur la partie B2B et beaucoup moins sur la partie gaming B2C. Et ça, c'est un truc vraiment qu'il faudra suivre parce que c'est vraiment un truc qui prend de l'importance sur la plateforme Valve, sur la plateforme Steam éditée par Valve. Vous voyez qu'il y a de plus en plus de gens qui jouent aux jeux de VR. Vous avez des choses qui se font autour de la VR, tous les concepts de comment ça s'appelle, d'escape room qui sont entièrement VR, ce genre de choses. Vous voyez des choses arriver. Alors ça a pris un peu de retard avec le Covid parce qu'on peut plus bouger et tout, mais c'est toutes des choses un peu nouvelles qui arrivent et je pense que justement le Covid va pousser certains acteurs à créer des choses un peu en VR, les musées, les choses comme ça, et Sony pourrait en profiter parce que voilà, ça pourrait être un nouveau segment à pousser sur les consoles et ça c'est intéressant. Donc c'est à suivre. Voilà. Alors après, on va parler des semi-conducteurs. Alors comme je vous en ai parlé, les semi-conducteurs, c'est vraiment une aussi des raisons pour lesquelles les consoles se vendent si mal, c'est que vous avez une pénurie de semi-conducteurs. Et vous avez une pénurie de semi-conducteurs pour plusieurs raisons. Vous avez une hausse de la demande des semi-conducteurs. Alors ça, c'est une hausse qui était assez fréquente, c'est-à-dire voilà, on consomme de plus en plus de matériel informatique, donc ça monte. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand vous créez des semi-conducteurs, vous devez souvent adapter votre usine suivant le semi-conducteur que vous faites. Et une usine de semi-conducteurs, c'est pas un bouton en off. Hein. C'est très compliqué. Donc quand vous faites un changement sur la chaîne de production, même qui est minime, il faut bien l'anticiper pour le faire au meilleur moment et savoir quelle usine va faire quel semi-conducteur à quel moment. Voilà. Et ça, c'est quelque chose de très compliqué. Ce qui s'est passé, c'est que généralement, les gens ajoutent toujours des capacités parce que le marché croît. Et en fait, au S1 2020, avec la crise, il y a beaucoup d'acteurs qui n'ont pas ajouté de capacité, qui ont attendu de voir. Parce que les chaînes, elles n'étaient pas occupées à 100%. Donc, ils ont dit, on va attendre de voir le marché et tout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le marché a très vite remonté parce que les gens ont eu besoin de s'équiper en matériel informatique. Donc les gens, les fondeurs ont commencé à créer des puces pour le matériel informatique, les PC, les choses comme ça, et ils ont produit de manière très agressive. Et ils ont sous-produit toutes les puces un peu minimes qu'on avait dans l'industrie automobile et tout. Et ce qui s'est passé, c'est que après cette surconsommation, il est passé une surconsommation sur les voitures, parce qu'il y a eu tout un effet de déstockage sur certains marchés, où maintenant il faut restocker, et en fait on a complètement déréglé la chaîne de production des semi-conducteurs. Et ça, c'est quelque chose de très compliqué parce que la re-régler et ajouter des lignes de production, c'est très compliqué. Et c'est quelque chose d'extrêmement intéressant parce que vous voyez là, on est sur les semi-conducteurs, mais ça touche l'inflation. C'est-à-dire que la pénurie de semi-conducteurs fait une inflation sur certains produits et services qui fait monter l'inflation et qui fait monter les taux US. Et ça, c'est intéressant. Ça vous montre à quel point il est important de décortiquer le marché pour analyser d'où viennent les interactions, savoir qui fait quoi. Et du coup, ce qui est intéressant là, bonjour Matt, ce qui est intéressant là dans les semi-conducteurs, c'est que du coup, l'administration Biden a décidé de sortir l'artillerie lourde. Donc, ils veulent pousser 37 milliards de crédits pour faire des usines de semi-conducteurs aux États-Unis. Et ça, c'est intéressant parce que vous avez la même chose en Europe. Vous avez tout un plan qui se prépare sur les semi-conducteurs en Europe. Il y a des bruits de couloir sur 40 milliards de financement demandés par certains députés européens pour financer les semi-conducteurs en Europe. Et il faut bien comprendre que la plupart des acteurs des semi-conducteurs, aussi bien américains qu'européens, ils ont décidé de se scinder en deux.
ils ont mis en place ce qu'on appelle le concept du fabless, c'est-à-dire qu'ils ont gardé les capacités d'innovation, mais ils ont sous-traité la production à quelqu'un d'autre, et surtout à des acteurs en Asie. Et là, en fait, ce dont on se rend compte, c'est que quand on est dans un marché contraint comme ça, bah, ce côté fabless, ça peut rendre les choses compliquées. Donc là, les choses se compliquent, et vous avez tout un mécanisme de réponse qui se met en marche, et qui pour nous investisseurs est intéressant à analyser parce qu'il y a peut-être des coûts à faire, et en tout cas il y a des choses très intéressantes sur le concept d'inflation importée, d'inflation non importée à comprendre, et ça c'est très très intéressant. Donc du coup, ce que je vous annonce, c'est que on va en parler de manière approfondie. On va faire un live dédié pour les abonnés New Tech Insider Europe, hein. Donc n'hésitez pas à vous abonner, et on parlera vraiment que des semi-conducteurs et de leur importance dans l'inflation, de quand est-ce que cette inflation apportée par les semi-conducteurs pourrait disparaître, de pourquoi elle pourrait disparaître, de pourquoi est-ce que il y a cette inflation, est-ce que c'est juste dû au fait qu'on n'a pas assez de production, est-ce qu'il y a d'autres facteurs, quels sont les facteurs qu'il faut vérifier, qu'il faut regarder et tout, et vous verrez que il y a beaucoup de choses à mettre en perspective, et il y a beaucoup de choses à vérifier, y compris des fois la météo. Et là, ceux qui vont venir, je leur montrerai qu'il y a un acteur à surveiller, et que son cours de bourse pourrait être contraint par la météo dans une certaine partie du globe. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant parce que c'est des choses que des fois la bourse ne regarde pas. Et si vous le regardez, vous avez un avantage clé. Et des fois, alors des fois la bourse va réagir. Elle va le voir, elle va réagir. Mais des fois elle ne réagit pas. Donc ça vous permet de faire un arbitrage très rapide et d'avoir une avance sur le marché. Il faut pas croire que tous les hedge funds ils regardent tout et tout. Non, des fois il y a juste des gens, il y a juste des oublis des machines qui n'ont pas analysé correctement la chose. Et vous en tant qu'humain, vous l'avez analysé et vous pouvez en tirer profit. Et ça arrive plusieurs fois par an. Bah là c'est un moment de marché où ça pourrait arriver. Donc on va en parler de manière détaillée dans un live. Donc je ne sais pas encore la date, je pense que Edern va vous la communiquer, et on va voir si ça vous plaît. Mais c'est une nouvelle manière de vous donner de la valeur, de vous expliquer la construction de marché de manière un peu plus détaillée pour les abonnés New Tech Insider. Donc je suis très content et j'espère que ça va vous plaire comme manière de faire. Et si ça vous plaît, on continuera. Du coup voilà, petit aparté sur les semi-conducteurs. Et du coup je vous encourage pour les autres, ceux qui ne sont pas abonnés, à quand même vraiment surveiller le plan de Biden et le plan de l'Union Européenne, parce que suivant les moyens et suivant l'évolution de ces plans, il y a vraiment des acteurs qui vont bénéficier de manière très très forte de ces plans, et ça pourrait être intéressant de les avoir en portefeuille, même parfois à très long terme. Donc après on va parler de IA. Alors c'est le nouveau, c'est une des choses que je vous avais promis, on va analyser en détail un peu IA. Et en fait, ce qu'on va chercher, c'est vraiment c'est analyser la stratégie d'IA. Donc IA, ils ont acheté Codemaster, qui était dans les jeux de voitures et dans l'univers du gaming voiture. Donc ça, c'est très intéressant. Et ils ont aussi acheté Glu Mobile. Alors Glu, c'est une entreprise américaine, c'est une entreprise qui est assez connue parce que Glu, ils ont fait un jeu qui a très bien marché, qui était un jeu autour de la famille Kardashian. Donc la famille des Kardashian, c'était un jeu mobile, vous viviez la vie de Kim Kardashian, des sœurs Kardashian et tout. Voilà, typiquement le genre de jeu que je peux pas saquer, hein. Mais bon, encore une fois, ça ne sert à rien de dire de ne pas investir dans les choses que vous n'aimez pas. Voilà, et ces jeux-là, ils sont joués par un public très féminin. Et ce que vous voyez chez EA, c'est qu'il y a un jeu clé d'EA Games qui est très peu présent sur mobile, mais qui est joué par un public très féminin. Il s'agit des Sims. Et les Sims, c'est depuis longtemps une licence que EA essaye d'amener sur mobile. Et moi, je pense que c'est une licence qui peut vraiment être unique sur mobile, qui correspond très bien au mobile. C'est-à-dire, vous créez dans les Sims, on va pas vous expliquer ce que c'est. Les Sims, c'est entre guillemets, vous avez des petits personnages que vous créez et vous vivez leur vie. Vous créez leur maison, vous allez à leur travail et puis vous faites vos trucs comme ça. C'est un très très vieux jeu, hein. Ça a plus de 20 ans. C'est vraiment... non, peut-être un peu moins de 20 ans. Mais c'est un très vieux jeu. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que les démographies des joueuses de Kim Kardashian et des joueuses de Sims sont les mêmes.
c'est les mêmes types de femmes, avec les mêmes revenus, le même âge et tout. Et donc ça c'est très intéressant parce que ça vous montre que EA pourrait profiter du branding entre guillemets des Kardashians pour faire une espèce de fusion entre l'univers des Sims et l'univers des Kardashians pour créer toute une licence de vie pour les jeunes femmes de 15 ans à 25 ans et créer vraiment un jeu mobile leader. Il faut bien savoir que les Kardashians, ça rapporte quelques millions d'euros par mois et les Sims sur mobile, ça rapporte quelques millions d'euros par mois. Donc on est sur des choses assez négligeables pour le moment. Et le but serait d'arriver sur des jeux qui seraient dans le top 20 des ventes au niveau monde. Il faut savoir que les Sims, à l'heure actuelle, et les Kardashians, c'est souvent entre la 200e et la 150e place et plus souvent entre la 180 et la 200e place. Donc c'est des jeux qui vraiment pourraient profiter l'un de l'autre et ça vous montre toute l'importance dans votre deal flow de trouver des choses complémentaires. Et vous le trouvez dans l'univers du gaming aussi. Et comment trouver des actifs qui sont complémentaires? Il faut aller voir les gens qui jouent au jeu. C'est-à-dire si vous avez des gens qui jouent, qui sont assez proches, qui se ressemblent et tout, vous avez des moyens de créer des passerelles entre vos jeux, de créer du deal flow entre vos jeux et de créer des choses. Et ça, c'est très très intéressant. Mais surtout, vous avez autre chose, c'est JLU Mobile. C'est quoi d'autre? Donc voilà, là vous voyez les Kardashians, donc la marque des Kardashians qui est vraiment un truc assez fort. Voilà. Mais surtout, vous avez aussi des jeux de sport chez Glu. Oh, j'arrive plus à le dire. Chez Glu. Et vous avez un jeu de baseball. Alors il y a peu de jeux de baseball sur console. Donc déjà, EA pourrait commencer à essayer d'installer un jeu console baseball pour créer un branding global. Mais surtout, ça vous montre que j'ai lu, ils ont un pouvoir sur le mobile de créer des jeux de sport. Et ça, c'est intéressant parce que maintenant qu'EA a créé tout un univers autour du sport avec FIFA et avec tout le reste et avec le rachat de Codemaster, peut-être que ils pourraient créer pour les ligues des jeux de stratégie comme ils ont créé avec Top Sport Baseball, qui est vraiment un jeu de stratégie où vous gérez votre équipe de baseball et créer ces jeux de stratégie là et vraiment inonder le marché du sport de jeux de stratégie, un sport, un jeu de stratégie, et ça serait quelque chose d'extrêmement fort et qui leur permettrait d'être vraiment sur le mobile dans les tout meilleurs et surtout d'avoir l'avantage d'avoir des jeux qui resteraient assez fréquemment dans les meilleurs des ventes parce que le branding est très fort et parce que c'est les seuls à détenir les licences. C'est-à-dire que quand vous détenez la licence du foot avec la Ligue 1 et que vous faites des jeux de stratégie sur mobile autour du foot, bah vous êtes les seuls à pouvoir avoir Cristiano Ronaldo, l'Olympique Lyonnais et ce genre de choses, et les autres peuvent pas l'avoir. Et ça, c'est une différence clé. Et c'est quelque chose que EA a très bien su monétiser sur console, mais n'arrive pas à monétiser encore sur mobile. Et ça, il faudra vraiment le suivre, parce que s'ils arrivent à développer ce pôle sportif sur mobile, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'argent en jeu. Et ça, vraiment, c'est très, très, très intéressant. Voilà. Donc on va continuer. Donc voilà, en rachetant Glu et en rachetant Codemaster, vous voyez que EA rentre dans une nouvelle ère. Et vraiment, ça c'est quelque chose d'important parce que EA a pas fait tant de deals que ça avant. Et là, vous voyez vraiment une nouvelle manière de créer autour du sport. Et si ils arrivent jusqu'au bout à développer leur stratégie, vraiment EA pourrait devenir l'acteur leader au niveau du sport, mais de façon très très majoritaire. Et ça, au même titre que Nintendo ou que Take-Two avec GTA et avec ses licences fortes, ça serait une position quasiment inaltérable. C'est-à-dire que la licence FIFA appartient à EA depuis des années, et en fait vous auriez peu d'acteurs. Une fois qu'EA aurait pris tout le secteur, c'est-à-dire de la console au PC, au gaming, au mobile, avec des jeux dédiés et ce genre de choses, vous auriez peu de capacité d'un acteur externe d'arriver sur le marché et de se mettre au niveau et d'arriver à justifier l'achat des licences auprès de la FIFA et tout. Voilà, le seul risque que vous pourriez avoir, c'est un peu comme Mediapro avec les droits de Ligue 1, c'est-à-dire que quelqu'un arrive, met beaucoup d'argent sur la table et essaye de faire un combat avec de l'argent. Mais en fait, plus EA s'avance dans le sport, plus il devient global et plus il est en profondeur dans ce segment et plus il a de liens avec beaucoup d'acteurs de différents sports, plus ça devient compliqué pour un acteur externe de se mettre en concurrence. Et vous le voyez, hein, pendant tout un temps,
un acteur externe était en concurrence de FIFA, c'était PES. Et pendant un temps, on jouait beaucoup plus à PES qu'à FIFA, et les gens parlaient beaucoup plus de PES que de FIFA. Et PES, ils ont jamais eu la licence globale, comme l'avait FIFA. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de quelques années, là, FIFA est en train de prendre le lead sur PES. Et Konami, qui éditait PES, le reconnaît aussi, ils ont raté l'élargissement du marché du foot parce qu'ils n'avaient pas les licences. Et maintenant, Konami devrait mettre beaucoup d'argent pour avoir la licence et pour atteindre le niveau de connaissance du marché et que les gens la connaissent comme il y est avec FIFA. Et c'est quasiment impossible. Et donc ça, c'est très intéressant. Voilà, si EA arrive à installer cette barrière sur vraiment tout le segment et y compris sur le mobile. Alors vraiment, s'ils y arrivent, ça sera vraiment une très très bonne nouvelle pour EA et ça montrera une valeur extrêmement forte. Et surtout, c'est très intéressant, c'est pour vous mettre en concurrence des éditeurs comme Microsoft avec leurs jeux par abonnement, donc le Gaming as a Service. C'est-à-dire que quand vous êtes un EA et que vous avez tout le sport, tout le segment, y compris sur mobile et tout, vous avez beaucoup plus de force, de levier face à un mec comme Microsoft et tout. Et donc vous avez des capacités d'aller capter beaucoup plus de valeur que d'autres acteurs. Et ça, c'est très très intéressant. Et vraiment, c'est deux bons deals à la suite l'un de l'autre que fait EA. Et c'est vraiment une entreprise à surveiller. Elle est très décriée par les joueurs parce que c'est des gens un peu voilà, compliqués et tout. Mais voilà. Mais après, attention, EA a annoncé aussi ce mois-ci abandonner un jeu qui était en développement depuis 6 ans et qui a coûté plus de 250 millions d'euros de frais de développement. Donc c'est vous dire que le secteur du jeu vidéo, c'est un secteur qui est vraiment très très complexe. On peut gagner beaucoup d'argent, faire des coups magistrales, c'est-à-dire on achète un petit acteur du mobile, on amène ses licences, le petit acteur du mobile, il a d'excellentes capacités de compréhension des joueurs mobiles et tout, vous faites un jeu, et du jour au lendemain, ce jeu, il vous rapporte 50 millions d'euros, ou 100 millions d'euros. Ça existe que dans le gaming. Il y a très peu de secteurs où du jour au lendemain, vous achetez une petite équipe de 150 personnes, vous amenez votre licence et ça devient un truc qui vend à des centaines de millions d'euros. Ça n'existe pas. Dans le cinéma, il vous faut beaucoup de monde. Dans la musique, il vous faut du monde. Dans l'animation, il vous faut du monde. Dans les produits, il vous faut du monde. À la limite, dans certains services, mais vous avez très peu de services qui passent de 0 à 100 millions d'euros comme ça très rapidement. Vous avez que le jeu vidéo qui vous offre ça. Mais en contrepartie de cette création de valeur très rapide, vous avez aussi une destruction de valeur qui peut être très rapide. C'est-à-dire qu'EA a voulu lancer un jeu, ils ont raté et ils ont perdu 250 millions d'euros. Et genre, ils les ont vraiment perdus. C'est-à-dire, il y a aucune, il y a rien quoi. C'est-à-dire, votre jeu, il est pas fini, vous n'avez pas de capacité de le monétiser, vous n'avez pas vraiment fini l'histoire, donc vous n'avez même pas de capacité de la vendre à l'industrie du cinéma ou des séries. C'est de la pure perte. Et ça, c'est un truc à très bien comprendre dans le jeu vidéo, c'est que vous avez un énorme risque et un énorme gain. Et donc, vous êtes toujours un peu sur le fil et vous voulez chercher l'équilibre et chercher les sociétés qui vous offrent l'équilibre. Et ça, c'est intéressant. Voilà. Alors, on va continuer. Alors après, on va faire le reste. Hein. Donc, ce qu'il y a, c'est MiHoYo. Donc, c'est l'éditeur de Genshin Impact qui fait 800 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020. Donc, je vous avais dit que Genshin, c'était un jeu qui allait sûrement rapporter 1 milliard avant Noël. Ben, ça, c'est pas fait. Voilà, ce qui prouve que je suis pas un très bon analyste, comme beaucoup d'analystes. Hein. Non, ça c'est pas fait, mais ils ont fait en gros un peu plus de 700 millions d'euros avec Genshin. Donc on est quand même pas loin pour un jeu qui est sorti, je vous le rappelle, en novembre. Non, pas en novembre. Genshin Impact, c'est sorti, je vais vous donner ça. C'est sorti quand? J'ai perdu le nom. C'est sorti en septembre. Voilà, donc pour un jeu qui est sorti en septembre, ce jeu-là a rapporté à MiHoYo 700 millions d'euros en 2020, en quelques mois. C'est vraiment, ça vous montre vraiment la force du gaming. Comme on en parlait juste avant, il y a peu de secteurs qui peuvent vous sortir un jeu, enfin un produit qui va faire autant d'argent comme ça. Et surtout, ce que vous voyez, c'est que Genshin va sûrement faire au-delà du milliard de chiffre d'affaires en 2021. Et donc vous êtes sur quelque chose, sur un produit qui s'installe. La question, c'est de savoir est-ce que
Genshin a eu un très bon lancement, va s'installer au-dessus du milliard et puis va péricliter en 2022. Je sais pas. Vous avez déjà des métriques qui commencent un peu à faiblir sur Genshin Impact, mais vous avez des capacités avec ce jeu de relancer l'attrait pour les joueurs avec de nouveaux persos, de nouvelles choses, donc il faudra vraiment surveiller. Bon, Roblox qui fera son IPO en mars, ça j'en ai déjà parlé. Vous avez Overactive, c'est une équipe d'e-sport canadienne et eux ils veulent ouvrir un stade de gaming. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont le soutien de la mairie de Toronto, ils ont le soutien d'investisseurs et ils veulent créer un stade qui coûterait 500 millions d'euros, de dollars, pardon, dont, et qui ferait 7500 places. Donc ça vous montre que vraiment il y a des gens intéressés dans l'e-sport et que l'e-sport est un truc qui vraiment prend de plus en plus d'importance. Vous avez aussi autre chose, c'est que vous avez le propriétaire de ECL, qui est une ligue, qui est une entreprise suédoise dont je ne vous parlerai pas ici parce que c'est une entreprise que je surveille un peu en détail et je risque de la mettre dans pas longtemps dans NTF à mon avis, donc on va pas parler en détail, mais c'est une entreprise qui détient des ligues d'e-sport et ils viennent d'annoncer quelque chose de très intéressant. C'est le premier trimestre où leur business d'e-sport est rentable. C'est-à-dire le Q4 de cette année, c'est la première année ever que leur business d'organisation de tournois en ligne est rentable et que leur business de ligue est rentable. Ça vous montre qu'on arrive, après avoir investi massivement, avoir un peu jeté l'argent par les fenêtres, on arrive à l'âge de maturité sur l'e-sport et il se passe des choses. Et encore une autre news qui nous dit qu'il se passe des choses, c'est VSPN, qui est une filiale dédiée à l'e-sport qui a été incubée par Tencent, pourrait faire son IPO en Chine et pourrait être valorisé plusieurs milliards de dollars. Il faut comprendre que VSPN, c'est des gens qui détiennent les droits sur la ligue de League of Legends en Chine et sur plein de ligues un peu partout dans le monde, et qui c'est un peu et qui fait du management de joueurs d'e-sport, ce genre de choses, du management de contrats. C'est un peu le ESPN du gaming. C'est ESPN, c'est la chaîne de sport américaine. Et ben, VSPN, c'est un peu la même chose, sauf que vous êtes beaucoup plus orienté sur le web que sur le câble, sur la télé câblée avec un coup et tout. Vous êtes beaucoup plus orienté sur le marketing et le cross-produit que sur ESPN, mais après c'est la même chose. Leur but c'est vraiment d'être l'ESPN et de détenir toutes les licences du gaming mobile et de créer des choses. Et après vous avez aussi HP qui acquiert le fabricant de périphériques HyperX. Donc ça vous montre pour un peu plus de 400 millions de dollars, pardon. Ça vous montre, comme je vous l'ai dit, que le gaming c'est un secteur vaste avec des niches de marché un peu partout. Enfin, c'est même plus des niches à ce niveau-là, et que c'est intéressant de tout surveiller. Donc vraiment, bon, HyperX, c'est une marque voilà qui fait des périphériques pour les PC. Et cet achat d'HP de HyperX, c'est intéressant parce que ça vous montre que la plupart des gros hardware manufacturers sur le PC s'intéressent de plus en plus à cette niche du jeu vidéo, qui est une niche qui est vraiment très très rémunératrice. C'est-à-dire que vous êtes sur des produits, quand vous vendez une souris haut de gamme ou un casque haut de gamme, vous êtes sur des produits qui marchent de façon très 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 forte. Et cette capacité que vous avez maintenant de marketer ces produits à travers les athlètes e-sport, les streamers et ce genre de choses, c'est vraiment des nouvelles capacités qui sont très intéressantes et qui plaisent beaucoup à l'industrie. Et ça crée beaucoup de valeur. Donc on va faire un petit focus sur Paradox. Hein, là. Donc je vais vous sortir les slides de Paradox. Alors déjà on va parler un peu, c'est Paradox, c'est une société qui comment ça s'appelle ? C'est une société qui édite des jeux de stratégie avant tout. C'est avant tout des jeux de stratégie chez Paradox. Donc je vais changer de slide. Hop là.